Au sommaire de cette édition en religion, l'Institut biblique théologique Le Temps de la Moisson a organisé la cérémonie de remise de diplôme de la première promotion aux étudiants du dit institut. Actualité internationale au Soudan du Sud, les pompiers manquent de moyens. Au Népal, la police anti-émeute intervient contre la foule en colère. Direction les États-Unis, fanfares et danseurs dans les rues de Baltimore avant le couvre-feu. Sport, Dakar 2016, présentation de l'épreuve en Argentine. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour ce bulletin d'information que nous ouvrons par la religion, l'Institut biblique théologique Le Temps de la Moisson, qui a son siège aux États-Unis, en Californie, a fêté ses étudiants, la première promotion du genre. Cela a été célébré le dimanche dernier, 26 avril, dans la commune de Yopougon, le district d'Abidjan. Suivons ce reportage. L'Institut biblique théologique Le Temps de la Moisson, basé aux États-Unis, précisément en Californie, a une représentation en Côte d'Ivoire. Ce dimanche 26 avril 2015, au siège de la MERAD, mission évangélique des rachetés de Dieu, sise dans la commune de Yopougon, dirigée par l'apôtre Pierre Zouzoua, s'est tenue la cérémonie de la remise des diplômes de la première promotion issue de l'Institut biblique théologique des Temps, section Côte d'Ivoire. Cette cérémonie a été marquée par la présence des hauts responsables du dit institut, à savoir la missionnaire Demi Mo, qui est la représentante mondiale, le révérend James Niketian, président section Afrique, et l'apôtre Pierre Zouzoua, le représentant de l'Institut en Côte d'Ivoire, et plusieurs autres serviteurs de Dieu. Après un moment de louange bien donné, place au message de la missionnaire Denise Mou, qui s'est appuyée sur le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Avant que nous soyons nés, chacun de nous était déjà dans un plan de Dieu. Et nous devons découvrir ce plan de Dieu. Donc je vous encourage. Cette promotion, qui est la première du genre pour l'Institut biblique théologique Le Temps de la Moisson, est un signe fort pour l'avancement de l'œuvre en Côte d'Ivoire. Les étudiants ont officiellement reçu leur diplôme après plusieurs moments de dur labeur pour la cause de l'Évangile. Ce n'est pas notre désir que les gens aillent à l'enfer. Notre désir que les gens aillent au paradis. Et s'ils peuvent partir, quelqu'un doit prêcher la parole. Amen. Amen. And this morning we want to establish the Bible school Donc here le matin, nous voulons instituer cet institut by proving our love en prouvant notre amour that this Bible school should go on. pour que cet institut biblique continue sa marche. Cet temps fort de communion avec le Saint-Esprit s'est achevé dans une ambiance festive et fraternelle. Que Dieu bénisse. À l'initiative du bishop Olivier Boni, président fondateur des églises CIPE, un programme spécial dénommé Évangélisation parlante qui permet à certains fidèles de bénéficier des dons le dimanche 19 avril devant plusieurs fidèles et hommes de Dieu, principalement le bishop Olivier Boni. Certains fidèles ont pu bénéficier de certains dons. Suivons ce reportage. L'évangélisation parlante acte 2 a eu effectivement lieu le dimanche 19 avril 2015 à l'église CIPE La Renaissance des Deux Plateaux, sise derrière la station Olibia Boulevard Latrille. Dimanche spécial rempli de joie, les fidèles de l'église ont célébré le roi des rois avec à leur tête le bishop Olivier Boni. Le bishop Olivier Boni a livré un message fort dont le thème est la grâce et la destinée de Joseph. S'appuyant sur le livre de Genèse au chapitre 37, le bishop Olivier Boni a expliqué l'importance de la connexion, car pour lui, toute bénédiction passera toujours par une personne que Dieu mettra sur le chemin. Selon lui, au sein de chaque famille, il existe un champion ou leader à l'image de Joseph pour montrer le chemin de la victoire et sortir la famille des difficultés.
la suite de ce message, la vision de l'évangélisation parlante est ici expliquée par l'initiateur, le bishop Olivier Boni. Le dimanche passé, on a donné à une certaine catégorie de personnes. Ce dimanche, on donnera à d'autres personnes qui n'ont pas reçu dimanche passé. L'autre dimanche, on donnera jusqu'à ce qu'à la fin des mois, on ait fait le tour du mois. Et puis le mois prochain, on reprend. Donc dans un mois, il y a quand même une personne qui recevra au moins quelque chose. Donc, on comprend que même si le diable a tout fermé, tu n'as pas à manger, mais il ne peut pas fermer l'église. Au moins, il y a un endroit où les jours tu reçois quelque chose, une fois dans le mois, on a une gloire au Seigneur. Amen. Donc, quand on finit, si on mange, tu as ton sandwich, tu as ton gobelet d'eau, puis tu as une bouteille de boisson. Amen. Mais le premier dimanche du mois, comme c'est le dimanche de l'action de grâce prophétisé par Esaïe, quand ce premier dimanche arrive, on fait quoi? Le prophète Esaïe. Quand le premier dimanche arrive, on mange ensemble. Là, c'est pas sandwich. Quand on a payé la distribution de sacs de héros, on s'assoit, on mange comme si c'était une fête. La Bible dit, il n'y a pas d'indigent dans la maison de Dieu. Chacun doit être capable de reconnaître ce qu'il sait faire afin d'être propulsé. Donc, on veut que vous nous inscrivez, on veut parler avec vous pour voir comment on peut aider chacun de vous à devenir quelqu'un. Une église n'est jamais bénie si les gens sont pauvres. C'est quand les gens sont riches, les gens commencent à travailler, les gens commencent à avoir de l'argent, que l'église peut payer des clients pour construire de grands bâtiments. Mais si tu es pauvre, qui va cotiser au pays des bâtiments? Donc il faut bien qu'on t'aide à réussir dans ton commerce, à avoir un diplôme. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, on a commencé à payer la scolarité de certaines personnes. Je ne peux pas dire les noms, mais on a déjà commencé. C'est par une photo de famille que s'est terminée la deuxième édition de cette action sociale dénommée Évangélisation parlant. Le MEPF, ministère évangélique Puissance de la foi, dirigé par le prophète Sia Ézéchiel, a vécu un moment très heureux parlant de mariage. Le couple Jacques et Fatou se sont accordés dans les liens sacrés du mariage. Revenons sur ce moment de réjouissance. Moment de réjouissance au MEPF, ministère évangélique Puissance de la foi, dirigé par le prophète Ézéchiel Sia, 6 dans la commune d'Abobo. Ce samedi 24 avril 2015, à travers une belle cérémonie de mariage, Fatou et Jacques se sont dit oui à travers les liens sacrés du mariage. Un acte fort qui a réuni plusieurs fidèles, servantes et serviteurs de Dieu, parents et proches des différentes familles. Cette cérémonie en couleur a été une occasion bien choisie pour le père de la maison, le prophète Ézéchiel, pour prodiguer de sages conseils aux mariés et instruire le peuple sur l'aspect fondamental du mariage. Le vrai mariage, c'est pas la robe blanche ni la baisse. Mais après la baisse et la robe blanche, c'est là qu'on trouve le vrai mariage. La femme doit respecter son mari. Le monsieur doit aussi respecter sa femme. La femme doit rester fidèle à son mari. Et elle n'a aucun droit de sortir de son foyer pour aller vers la voisine. Ah, les femmes d'aujourd'hui. Ah, voisine. Qu'est-ce que tu as compris ce que tu as fait? Non, d'abord. La parole mariée, le 2000 francs par marché. Maintenant, là, c'est 10 francs des autres. La voisine n'a pas le droit de sa place. Jacques, asseyez-vous, discutez. Si vous me dites conjugal, parlez à Dieu. Dieu va vous répondre. Évitez d'introduire les étrangers dans votre couple. À la suite de son message, l'homme de Dieu, qui est le père spirituel des mariés, a procédé à la bénédiction du mariage, proprement dit, et des prières ont été prononcées à l'endroit du couple, et une Bible leur a été offerte de façon symbolique, car la parole de Dieu représente le fondement de leur couple et de leur mariage. Ce moment merveilleux qui permet désormais au couple de regarder dans la même direction et parler le même langage s'est achevé par la prière donnée par le prophète Ézéchiel Sia. Actualité internationale à présent, comme annoncé dans les titres, au sud du Soudan, les pompiers manquent de moyens. La guerre civile continue de ravager le Soudan du Sud. Un perpétuel combat pour les habitants de Juba. Après un incendie ravageur, Flora a vu sa vie basculer. Il y a un an, sa maison dans la capitale sud-soudanaise Juba a pris feu, emportant sa fille de 4 ans, Gloria. Elle se bat quotidiennement pour faire face à sa perte et pense que cette tragédie aurait pu être évitée si les pompiers étaient arrivés plus vite sur les lieux. Le camion de pompiers est finalement arrivé, mais ne pouvait rien faire parce que la maison s'était écroulée. Il n'avait rien à faire dès lors que le feu se propageait.
En pleine guerre civile depuis décembre 2013, le Soudan du Sud a vu son économie s'effondrer à cause des combats et les services publics ne font pas partie des priorités. Au siège de la brigade de Juba, les soldats du feu effectuent des exercices. Ils ont certainement la volonté mais manquent de moyens. Leur seul camion fonctionne à peine. Notre plus gros défi, c'est l'état de notre camion. Il est vieux et on ne peut pas compter dessus. Il cale très souvent et il n'avance plus. Les défaillances n'ont pas échappé aux autorités du plus jeune pays d'Afrique. Le maire de Juba se dit confiant pour l'avenir et promet des changements rapides. Dans un très court laps de temps, vous verrez que la ville aura un service d'incendie qui sera fonctionnel, une brigade de pompiers qui sera équipée correctement, avec non seulement une structure, mais aussi tout l'équipement nécessaire. Cela va avoir lieu dans les plus brefs délais, car nous travaillons dessus, c'est dans nos agendas. Mais en attendant que cela devienne réalité, les habitants de Juba n'ont d'autre choix que de risquer leur vie au quotidien et de trouver tous les moyens possibles pour éteindre les incendies par leurs propres moyens. Il y a 70 ans, Hitler se suicidait dans un bunker de Berlin, signant ainsi la capitulation du Reich allemand. Aujourd'hui, le souvenir du dictateur continue de hanter un petit village à l'ouest de l'Autriche. Les nazis dehors sont venus scander ces manifestants antifascistes devant cette bâtisse jaune. C'est ici qu'a vu le jour Adolf Hitler en 1889 et pour eux, c'est toujours un symbole de l'extrême droite. Pendant quelques semaines seulement, le jeune Adolf habitera au rez-de-chaussée de la pension où ses parents louent un appartement. Les archives de la ville conservent la trace de la venue au monde du futur dictateur, le jeudi 20 du mois d'avril. Pour Florian Kotenko, historien spécialiste de Braunau, la fascination que suscite encore la maison d'Hitler s'explique avant tout par son aspect très anodin. Il est d'une certaine façon une icône du mal. Et Hannah Arendt a aussi parlé de la banalité du mal. Dans ce cas, il est certain que lorsqu'Hitler habitait à Braunau, il avait une famille très banale et normale. La maison est depuis l'époque nazie l'attraction phare de la municipalité, aux grandes dames des 17 000 administrés de la ville, exaspérés par la publicité que leur fait la bâtisse. Monica Raschhofer, rédactrice en chef d'une publication locale, voit depuis plusieurs dizaines d'années défiler les journalistes du monde entier, inlassablement attirés par la même histoire. Assurément, il y a beaucoup d'habitants ici qui souhaiteraient que Braunau ne soit pas seulement perçue comme la ville de la maison d'Hitler, mais aussi pour son patrimoine historique, gothique, qui est beaucoup trop peu reconnu. C'est vraiment le souhait de beaucoup d'habitants, qu'une autre image de la ville soit proposée. Le bâtiment du 15 rue Salzburger Vorstadt est fermé depuis 2011. La propriétaire refuse que l'État, unique locataire des 800 mètres carrés, y mène des travaux de modernisation. Le gouvernement autrichien cherche aujourd'hui coûte que coûte à reprendre la main sur la maison, pour empêcher notamment qu'elle devienne un lieu à la gloire du dictateur. Il nous faut bien reconnaître les faits, et les faits sont qu'il y a un contrat locatif. Donc nous avons d'une part fait une proposition d'achat, et d'autre part, parallèlement, nous essayons de trouver une voie légale pour l'expropriation. La municipalité a fait installer devant la maison un bloc de pierre en mémoire des victimes de l'Holocauste, appelant à la paix et à la liberté. Une stèle qui a déjà été la cible de dégradation. Au ministère, on assure que l'acquisition de la maison aura lieu avant la fin de l'année. Parmi les projets ensuite envisagés, la maison pourrait devenir un centre pour handicapés, avec l'espoir que le calme puisse enfin revenir sur le village de Braunau. Au Népal, où la situation est en ce moment chaotique, la police anti-émeute a dû intervenir le mercredi dernier pour contenir la colère des milliers de Népalais voulant ainsi quitter Katmandou, 4 jours après le séisme qui a tué plus de 5000 personnes et poussé à bout les habitants de la capitale en ruine.
Le gouvernement avait annoncé qu'aujourd'hui les bus allaient partir à 6h du matin pour différentes régions du Népal. Il devait y avoir 500 bus pour Baneswar, Maitigar ou Tinkun. Je suis venu à 3h du matin. J'ai fait la queue pendant 4 heures sans rien. Et maintenant, le gouvernement dit qu'il n'y a pas de bus. C'est pour ça que les gens sont en colère. Les maladies vont se répandre, pas vrai? Parce qu'il y a beaucoup de morts dans les maisons. Et hier, il a plu. Les corps vont se décomposer. Direction à présent Baltimore, aux États-Unis précisément, avant la mise en place du couvre-feu le mardi dernier, 28 avril 2015, par la police de Baltimore. Plusieurs fanfares et danseurs de rue ont défilé dans les quartiers touchés par les émeutes des derniers jours pour changer l'image de cette ville des États-Unis. Parlons de sport dans cette édition d'information, précisément le rallye. Les organisateurs du Dakar 2016 ont donné une conférence de presse le mardi dernier 28 avril 2015 à Buenos Aires, précisément en Argentine, pour présenter l'épreuve qui partira du Pérou pour l'Argentine. El señor director de Relaciones Exteriores del Dakar, Gregory Burak. Le prochain Dakar partira de Lima le 3 janvier prochain et traversera 3 pays, le Pérou, la Bolivie et l'Argentine. C'est toujours différent. C'est vraiment la volonté de notre organisation de créer une édition chaque année avec des nouvelles étapes, avec des nouveaux itinéraires, des nouvelles difficultés, des nouvelles jonction entre les pays, comme cette année avec pour la première fois une triangulaire de Lima, Pérou, à Rosario en Argentina, avec cette diagonale du fou entre le Pérou, la Bolivie et l'Argentine. C'est la première fois qu'on réunit les 3 pays de cette manière-là. Terminons cette édition d'information parlant de santé, précisément les antibiotiques, avec l'utilisation croissante des antibiotiques. Les bactéries qu'ils sont censés combattre ont appris à se défendre, car celles-ci sont des êtres vivants qui évoluent et qui sont capables de s'adapter. Le traitement devient dès lors inefficace. Suivant cette vidéographie. Avec la découverte de la pénicilline par Alexander Fleming en 1928, le développement des antibiotiques a révolutionné le traitement des maladies infectieuses. Cependant, avec leur utilisation croissante, les bactéries ont appris à se défendre, car ce sont des êtres vivants qui évoluent. De ce fait, elles sont capables de s'adapter aux antibiotiques. Le traitement devient dès lors inefficace. Certaines bactéries résistent à plusieurs antibiotiques. Elles sont alors multirésistantes. Les bactéries ont développé 3 stratégies de résistance pour rendre les antibiotiques inefficaces. La première stratégie est la mutation qu'on appelle également camouflage. Pour agir, un antibiotique doit se fixer sur sa cible. Si cette cible change d'apparence suite à une mutation, il empêche ainsi la liaison de l'antibiotique. Un exemple est la résistance à la streptomycine, un des premiers antibiotiques contre la tuberculose. La deuxième astuce des bactéries est la modification de l'antibiotique qu'on nomme également brouillage. Pour se défendre, une souche de bactéries fabrique une enzyme qui change la composition de l'antibiotique. Du coup, ce médicament ne peut plus agir. La résistance aux pénicillines en est le résultat. La troisième stratégie est le blindage. La bactérie ferme tout simplement les pores par lesquels l'antibiotique pénètre dans la cellule. Une autre variante consiste à rejeter les antibiotiques par pompage hors de la cellule dès qu'ils essayent de pénétrer. La bactérie recrache ainsi les composés toxiques. Les chercheurs insistent sur la nécessité de limiter l'usage excessif des antibiotiques qui reste la principale cause du développement de la résistance microbienne.
Madame et monsieur, si s'achève cette édition d'information, bonne suite de programme sur BBC Channel. Je vous retrouve bientôt.